Salut YouTube et bienvenue dans cette première vidéo FAQ. Ça fait quelque chose comme 16 ans que je suis sur YouTube et j'avais jamais proposé de vidéo FAQ sur ma chaîne, alors que personnellement, en tant que consommateur de YouTube, les vidéos FAQ c'est quelque chose que j'aime bien d'une façon générale, alors je me suis dit que à mon tour j'allais en réaliser quelques-unes, peut-être que si cette vidéo vous plaît, j'en ferai de façon un petit peu plus régulière. Donc il y a quelques temps, je vous ai proposé sur mes réseaux sociaux de me poser des questions, et donc aujourd'hui je vais y répondre. Donc j'essaie de faire cette vidéo dans les conditions du direct en quelque sorte, c'est-à-dire que j'ai sélectionné les questions auxquelles j'allais répondre, mais j'ai pas spécialement préparé mes réponses ou quoi, le but étant d'essayer de rester aussi spontané que possible. Donc on va commencer tout de suite avec la première question qui a été posée par Esoft, à moins que ça se prononce Esoft, je suis pas trop sûr. Hello, plusieurs questions me viennent en tête. Est-ce que ton retour sur YouTube s'est passé comme tu le voulais? La direction que prend ta chaîne correspond à tes envies et ce que tu souhaites faire dessus? Et dernière question, comment perçois-tu le contenu produit autour de l'airsoft sur YouTube et continues-tu à en consommer? Alors, est-ce que mon retour sur YouTube s'est passé comme je le voulais? En un seul mot, non. Le truc, c'est que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Le fait est que, quand j'ai repris YouTube, j'étais persuadé d'une chose, c'était que mes vidéos auraient beaucoup moins de succès qu'avant, en termes de vues, j'entends. Et pour le coup, je me suis pas trompé. Mes vidéos à l'heure actuelle, elles font entre peut-être 5000 et 10 000 vues, alors qu'à une époque, quand je sortais une vidéo, ça faisait, je sais pas, 50 000, 100 000 vues, avec certaines vidéos qui faisaient 300 000, 500 000, parfois 1 million de vues, enfin c'était vraiment beaucoup. Le fait est que j'étais persuadé du coup que dans la mesure où mes vidéos faisaient beaucoup moins de vues qu'avant, j'aurais beaucoup moins de propositions commerciales qu'avant, j'aurais beaucoup moins de sponsors qu'avant. Et ça, pour le coup, je me suis vraiment trompé. Les sponsors, non seulement ils sont encore là, et j'ai même envie de dire, ils sont là plus que jamais. Je crois que j'ai jamais eu autant de sponsors qu'à l'heure actuelle, ce qui n'est pas forcément très logique, et pourtant c'est le cas. Alors, je ne me plains pas de cette situation, évidemment, c'est vraiment super chouette pour moi d'être dans une situation où j'ai la possibilité de vous présenter plein de matériel qui est vraiment chouette. En revanche, et j'espère que je vais pas avoir l'air d'être trop ingrat lorsque je dis ça, c'est que en fait j'ai tellement de sponsors à l'heure actuelle que déjà je suis obligé de refuser certaines propositions, et surtout en fait l'entièreté du temps que je passe à faire des vidéos sur YouTube, c'est pour faire des vidéos pour mes sponsors, en réalité. Et encore une fois, je ne me plains pas, c'est vraiment chouette, mais il faut reconnaître que j'ai pas tellement le temps de faire autre chose. Et pour ceux qui se souviennent, dans la vidéo que j'avais faite pour expliquer pourquoi je revenais sur YouTube, l'une des raisons qui fait que j'avais envie de revenir sur YouTube, c'est que j'avais envie de commencer à expérimenter de nouvelles choses. Et la seule chose que j'ai faite jusqu'à présent, c'est le premier épisode de Guns of Fiction. Ça fait déjà 1 an et demi, je crois, que je l'ai fait. Le script de l'épisode 2 est déjà fait, pour le coup, il est là dans un document Word sur mon bureau, mais j'ai pas encore réussi à trouver le temps de le faire, quoi. Donc voilà, concrètement non, ça se passe pas comme je le voulais, j'ai l'impression d'être super ingrat en disant ça, mais je me plains pas pour autant, quoi. Je suis reconnaissant d'avoir la possibilité de présenter beaucoup de matos, hein, dans ce que vous voyez accroché sur le mur, là il y a pas mal de choses qui m'ont été envoyées gratuitement par des marques, et ça c'est quand même vachement chouette. Du coup, ça rejoint un petit peu la deuxième question, la direction que prend ta chaîne correspond à tes envies? Concrètement non, parce que j'avais envie de me diversifier, j'avais envie de faire un petit peu autre chose, et en réalité aujourd'hui je fais vraiment que de la présentation de matériel, ce qui cependant me convient bien pour le moment. Et donc la dernière question, comment je perçois le contenu produit? Est-ce que je continue à en consommer? Alors, je consomme beaucoup de YouTube, si je veux être honnête, mais du contenu Airsoft, j'en consomme pas tant que ça. Essentiellement, le contenu Airsoft que je regarde, c'est de la présentation de matériel. Essentiellement, les vidéos de Monsieur Dink Chavez, de l'Entre du Dingo. Les vidéos, j'ai envie de dire, de mes collègues historiques, si je puis dire. Donc je pense à Scarfab, je pense à Golgi, je pense à Neo035. Voilà, les vieux de la vieille de YouTube, si je puis dire. Mais en réalité, du contenu Airsoft, j'en consomme assez peu. Parce que le contenu actuel me donne pas super envie. Les compilations de frag, le drama, les vidéos sur les tricheurs en airsoft, les machins comme ça. Bon, je sais que je caricature un peu en disant ça, mais voilà, c'est juste pas trop ma tasse de thé, quoi. Question suivante de Valentin Autray. En moyenne, combien de temps passes-tu à faire une vidéo? Continue ce que tu fais, tu es au top. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Je suis content qu'on m'ait posé cette question parce que ça me donne l'occasion d'en parler. Donc les vidéos YouTube, c'est très 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 chronophage. Je pense que les gens ont tendance à sous-estimer à quel point ça prend beaucoup de temps. Et donc, alors je vais faire du pifomètre évidemment, mais une vidéo, alors je parle d'une vidéo de déballage, ça me prend approximativement entre 8 et 10 heures, je dirais. Il faut bien comprendre, donc il y a l'enregistrement de la vidéo en elle-même,
il y a le montage de la vidéo, il y a la mise en ligne de la vidéo, la rédaction de la description, la mise en place des liens en fin de vidéo, les fiches, ce genre de choses. Il y a la rédaction des sous-titres. Ça, c'est quelque chose... Je mets vraiment un... Pour moi, c'est très important, les sous-titres. Depuis que j'ai commencé à parler dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours fait en sorte d'être compréhensible par mes abonnés anglophones. C'est très 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 chiant de faire des sous-titres. Vraiment, 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 c'est très très long. Et c'est pas du tout intéressant, mais voilà, je le fais. Donc voilà, entre 8 et 10 heures, je dirais à peu près. Pour les vidéos de tir, c'est un peu plus difficile à calculer parce que j'essaye de mutualiser ces vidéos en quelque sorte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je sors le matériel pour par exemple faire des vidéos de tir en extérieur, j'essaye de faire plusieurs répliques en même temps, de façon à rentabiliser mon temps, quoi. Donc les vidéos de tir, je pense que ça doit me prendre un peu moins de temps, mais pareil, en réalité, c'est quand même... ça prend quand même un petit peu de temps, quoi. Voilà, question suivante. Alors c'est en anglais, mais je vais traduire. Salut Canseb, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir sur YouTube et dans la communauté de l'Airsoft? Est-ce que tu vas faire plus de vidéos à propos de VFC, GHK ou même les répliques de Novritsch? Est-ce que je vais mettre en marche les channel members bientôt? Alors, ce qui m'a motivé à revenir sur YouTube, c'est que la création de vidéos, ça me manquait, en fait. Je vais pas faire de la philosophie, mais vous connaissez le principe de la pyramide de Maslow, donc c'est un concept de sociologie, où l'idée c'est qu'en gros vous avez des besoins en forme de pyramide. La base de la pyramide, ça va être en gros les besoins primaires du genre manger, boire, dormir, se chauffer, ce genre de choses. Et donc il y a plusieurs couches, et je pense qu'à un moment donné, il y a une couche, c'est ce que j'ai envie d'appeler le besoin de création. Le besoin de création, ça peut être très très large, et j'ai envie de résumer ça comme étant, en gros, les choses que vous produisez et qu'à la fin vous pouvez montrer aux gens. Ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être par exemple faire de la cuisine. Vous faites de la cuisine, vous faites un gâteau, hop, vous présentez aux gens, voilà, c'est de la création. Ça peut être évidemment des trucs ultra évidents comme la musique, ou la peinture, ou le dessin, des trucs comme ça. Ça peut être genre faire du jardinage. Vous faites un jardin potager, vous faites des poireaux. Ah, ça c'est mes poireaux, c'est moi qui les ai fait pousser. Enfin, je pense que pour être vraiment épanoui, les gens ont besoin de créer, et créer, c'est vraiment quelque chose de très très large. Moi, c'est quelque chose que je n'avais plus. Depuis que j'avais arrêté de faire des vidéos, je n'avais plus vraiment ça dans ma vie. Et alors, je prétends pas que ce que je fais, c'est de l'art, ou c'est quelque chose de très sophistiqué ou quoi, mais ce côté, sortir le matériel, utiliser les caméras, faire le montage, faire les sous-titres, machin, le mettre en ligne, et avoir le retour des gens qui disent qu'ils ont apprécié ce que j'ai fait, c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Et je crois que c'est vraiment ça la principale raison qui fait que j'ai voulu revenir à l'heure actuelle. Est-ce que je vais faire plus de vidéos sur VFC ou GHK? Alors, techniquement oui, parce que des répliques VFC et GHK, j'en ai pas mal sous la main. Par exemple, j'ai le SIG 553 de chez GHK qui est là, j'ai le G3 de chez VFC qui est là, j'ai le FNFAL de VFC qui est là également. Voilà, tout ça pour dire que oui, des répliques VFC GHK, j'en ai quelques-unes sous le coude, même si comme ce ne sont pas des répliques sponsorisées, c'est-à-dire ça c'est des répliques que j'ai achetées avec mes sous, elles ne sont pas en priorité dans mon agenda, et comme j'ai beaucoup de choses sponsorisées à faire, malheureusement ça met beaucoup de temps avant que je puisse produire du contenu pour ces répliques-là. Concernant les répliques de Novritsch, alors la réponse courte est non, parce que très sincèrement les répliques de Novritsch ne m'intéressent pas du tout. Après, si demain Novritsch m'envoie un mail pour me proposer l'envoi de répliques pour que je les teste, peut-être que je dirais oui, même si pour diverses raisons, les répliques Novritsch, elles m'intéressent pas beaucoup de base. Concernant les channel members, alors non. D'une façon générale, toutes les options qui sont un peu dispo dans l'interface YouTube, je m'y intéresse pas trop. Donc voilà, c'est pas prévu que j'active ça. Question suivante de Bertrand GC. Dis-nous pourquoi tu écris toujours tes posts en anglais puis français, et pourquoi t'es-tu renommé avec un pseudo anglophone? Pour le clic et la visibilité, merci de ta réponse et continue, c'est top, merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que j'écris mes posts en anglais et puis en français? C'est très très simple. C'est parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne parlent pas français. Il faut bien comprendre que lorsque j'ai commencé YouTube, pendant plusieurs années, ma chaîne était entièrement non vocale. Je ne parlais pas du tout. L'avantage,
de ne pas parler dans une vidéo, c'est que n'importe qui sur la planète peut du coup comprendre ou trouver de l'intérêt aux vidéos que je produisais à cette époque-là. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À une époque, mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était j'allumais la caméra, je tirais un chargeur de GBB, j'éteignais la caméra et je mettais ça en ligne. C'est tout. À un moment donné, j'ai commencé à parler, principalement parce que c'était une demande de mes abonnés, et pour diverses raisons, j'ai choisi de parler français, mais c'était très important pour moi que mes abonnés anglais, ou du moins anglophones, qui étaient plus nombreux, puissent quand même comprendre ce que je disais. Ça me paraissait être la moindre des choses. Donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de dualité bizarre sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle, où effectivement je suis français, effectivement je parle en français, et pourtant, je fais bien gaffe à être accessible aux anglophones. Alors mon pseudo anglophone, je suis pas certain de quoi tu parles, parce que pour le coup, le nom de ma chaîne YouTube Cancel, ça c'est tout bêtement mon pseudonyme, que j'utilise depuis que je suis tout petit, je m'en sers depuis que je joue à Diablo 1 sur Battle.net, pour l'anecdote. Peut-être que je parle de French Airsoft Duel, alors ça c'est comme ça qu'on m'a appelé, en fait. À un moment donné, c'est comme ça que certaines personnes m'appelaient, notamment sur les forums et ce genre de choses, et je trouvais que c'était plutôt sympa, French Airsoft Duel, je trouve que ça sonne bien, donc je l'ai adopté. Voilà. Question suivante. Une question de PackerFan 220. Donc là, je vais traduire. Est-ce que tu sais parler anglais? Je sais que c'est ta troisième langue, mais je voulais savoir si tu étais bon en anglais. So yes, actually I can speak English. The thing is that I do speak English in my everyday life because I use English a lot in my job. But as you can see, I have a strong French accent. But as I was saying in the question before, I didn't want to speak English in my videos because, well, it's easier for me to speak in French for very obvious reason, and there is so many content in English already on YouTube that I think that it's kinda cool to produce videos in another language. For example, I watch videos from Max Sakai, who is a Japanese airsoft YouTuber, and I don't understand Japanese, and yet I do watch his videos, and I just think it's nice sometimes to watch people from another countries and speak another language. It just, I think it's nice. So voilà, this is me speaking English. I believe it's the very first time I speak English on my YouTube channel. And I'm not sure I'm very good at speaking English, but here it is. Ok, question suivante, une question de Loïc Squillier, c'est ça? Squiller, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Si tu avais le pouvoir d'avoir une réplique d'une arme qui n'a pas été répliquée, ça serait laquelle ou lesquelles? Et AEG ou GBBR? Alors c'est le genre de question, si tu me reposes exactement la même question, dans une semaine, je vais te répondre certainement quelque chose d'autre. Mais ceci étant dit, je pense que j'ai envie de répondre une réplique du Manurin MR73. Alors ça n'est ni un AEG ni un GBBR pour le coup, ce serait plutôt un revolver à gaz. Et le fait est que, moi personnellement j'apprécie beaucoup les revolvers, et je trouve qu'en Airsoft il y a encore vraiment un marché à conquérir là-dessus, parce que aucun revolver sur le marché de l'Airsoft n'est vraiment satisfaisant. On a genre les répliques Winggun, qui sont assez médiocres d'une façon générale. On a les répliques Tanaka qui sont très bien finies, mais qui sont en plastique, et dont les cartouches ne peuvent pas être retirées du barillet. Ça, je trouve que c'est extrêmement énervant. On a la réplique Maruchin, dont la finition a tendance à être un peu moyenne, et les performances ne sont pas géniales non plus. On a la réplique Marui, mais on peut pas retirer les cartouches. Enfin voilà. Quelle que soit la réplique, quelle que soit la marque, on a toujours des gros compromis qui ont besoin d'être faits. Et je suis absolument persuadé qu'il serait pourtant possible de faire une réplique de revolver qui serait full metal, qui serait bien finie, qui serait licenciée, dont on pourrait retirer les cartouches, et ça n'existe juste pas encore, quoi. Le fait est que l'une de mes répliques de revolver favorites sur le marché de l'airsoft, et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est l'une des toutes premières répliques que je me suis acheté. C'était un Python de chez KWC, et il avait pas mal des éléments que je recherchais dans une réplique, et notamment, on pouvait enlever les cartouches, et on pouvait mettre 4 billes par cartouche. Ce qui fait qu'on pouvait tirer 24 fois avant d'avoir besoin de recharger. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'était un revolver qui était relativement jouable au cours d'une partie d'Airsoft, quoi. Et ça, pour moi, ça manque. On n'a pas vraiment de revolver qu'on peut vraiment utiliser au cours d'une partie d'Airsoft. Question de Serkan Karabulu.
décidément je ne sais absolument pas si je les prononce correctement, vos noms ou pas. Quel est le fabricant de répliques que tu préfères le plus? Alors, mon intuition, là maintenant tout de suite, ce serait de répondre Tokyo Marui, et je ne vous étonnerai pas beaucoup en disant ça, mais j'ai peut-être envie de vous répondre Silverback, quand même. Le fait est que Silverback, je connais en tant qu'airsofter, je connais aussi en tant qu'ancien professionnel du monde de l'airsoft. J'ai travaillé à Airsoft Entrepôt pendant pas mal de temps, ce qui fait qu'à cette époque-là, j'avais des relations avec Silverback qui étaient des relations professionnelles, et c'était vraiment l'une des marques avec laquelle c'était le plus agréable de travailler. Les gens de chez Silverback, ils sont vraiment très sympas, ils sont vraiment très pros, ils sont vraiment très agréables, ils produisent vraiment des répliques. Alors bon, c'est du haut de gamme, hein, on peut en penser ce qu'on veut, mais au moins, il n'y a pas de compromis en termes de qualité qui est faite. Et c'est également très transparent, quoi. Vous achetez une réplique Silverback, vous avez un mode d'emploi avec un éclaté, vous avez une liste des pièces, les matériaux qui sont fabriqués. Sur la chaîne YouTube de Silverback, vous avez les plans en 3D qui sont indiqués, ça vous montre comment ça fonctionne. On sent qu'ils sont fiers de leurs répliques, on sent que les répliques sont bien conçues, et ça c'est vraiment cool, quoi. Franchement, si toutes les marques avaient la même propension à vouloir produire des choses aussi qualitatives que possible, mais il n'y aurait pas de mauvaise marque, quoi. Il n'y aurait pas de mauvaise réplique sur le marché, ce serait vraiment chouette. Et c'est pour ça que j'ai envie de répondre au Silverback à cette question pour le coup. Question de Adrien. Salut Seb, il ne me semble pas te voir review de répliques ou de kits de conversion HPA. Qu'est-ce que tu penses de cette technologie pour les répliques Airsoft par rapport aux AEG GBBR, et aurais-tu des recommandations de répliques ou de kits? Alors non, je n'ai absolument aucune recommandation, et pour cause, moi le HPA, je n'aime vraiment pas ça. Le fait est que, qu'on se le dise, pour moi, l'airsoft, c'est avant tout faire mumuse avec des répliques réalistes d'armes à feu. C'est ça qui, moi, m'attire dans l'airsoft. Et de mon point de vue, et j'insiste lourdement sur le fait que ça n'est que mon point de vue, le HPA, c'est vraiment un compromis qui est fait en faveur de la performance, en dépit du réalisme. Et ça va totalement à l'encontre de ma philosophie. Et alors ça, c'est un point de détail. L'autre point de détail, c'est que j'ai tendance à aussi considérer que une réplique HPA, potentiellement, je dis pas que c'est forcément le cas, mais potentiellement, je trouve que c'est susceptible d'apporter trop d'avantages à son utilisateur, en particulier au niveau du silence. Je considère, et vous en pensez ce que vous voulez, je considère que lorsqu'on a une réplique de fusil d'assaut, lorsque vous tirez avec, ça ne devrait pas être silencieux. Pourquoi? Parce que je pense que le fait de pouvoir tirer de façon silencieuse, ça devrait être un privilège réservé aux gens qui utilisent des répliques de snipe à verrou. Parce que, en fonction des répliques qu'on utilise, on devrait avoir, je trouve encore, c'est mon avis, hein, c'est uniquement mon avis, je pense qu'en fonction des répliques qu'on utilise, on devrait avoir des avantages et des inconvénients. Une réplique de fusil à verrou, l'avantage c'est qu'on va avoir beaucoup de portée, beaucoup de précision et peut-être beaucoup de silence. Par contre, on peut pas s'en servir de près, on peut pas tirer vite, on n'a pas beaucoup de billes dans le chargeur, ce genre de choses. Un mec qui a un M4 avec des mid-cap, avec du HPA, avec un silencieux et tout, bah quels vont être les défauts, quoi. Il va tirer très vite, avec une très bonne réactivité, des excellentes performances, une excellente portée précision, et en plus il va pas faire de bruit en tirant. Moi je trouve que c'est overkill, quoi. Après voilà, chacun voit midi à sa porte, mais voilà, moi le HPA, dans tous les cas de figure, je n'aime vraiment pas ça. La seule exception qui me vient en tête, c'est pour les répliques du genre kitté avec un kit Daytona, vous savez, genre une réplique de LMG, parce que là, ça permet vraiment d'avoir un blowback assez satisfaisant, sans avoir les problèmes de cooldown liés aux répliques qui utilisent du gaz. Et là, à la limite, pourquoi pas. Nous avons Lord Dark Silverhawks. Il y a des répliques dont tu attends la sortie, annoncée ou non. Alors oui, là, la réplique qui me vient en tête, c'est la réplique du Saiga 12, je sais pas comment ça se prononce, de chez Tokyo Marui. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Saiga 12, c'est une espèce de Kalachnikov, mais qui tire du calibre 12, ça c'est pour les véritables armes à feu, et donc la réplique de Tokyo Marui, ce sera un GBBR, mais qui tire 3 billes par tir, peut-être même 6 billes par tir. Il y aura peut-être le choix entre les deux, je ne me rappelle plus exactement. Et donc ce sera un petit peu un nouveau concept de réplique, quoi, le shotgun semi-automatique, un truc qu'on n'avait pas encore eu en airsoft, et ça pour le coup, bah, je suis très enthousiasmé.
Une question de Yano Lamouette. Salut Seb, petite question. Est-ce que tu penses que Level Up et un peu les AK sont le petit frère du pauvre de Airsoft? Et est-ce que tu penses qu'un jour il y aura des répliques valables de certains modèles? Alors je suis pas d'accord pour les AK. Parce que bon, on a quand même plusieurs marques qui produisent des GBB, on a plusieurs marques qui produisent des AEG, on a un petit peu tous les modèles existants qui sont déjà répliqués à l'heure actuelle, donc je trouve que ça va. En termes d'AK, bon, c'est toujours beaucoup moins que les AR-15, on est certain, on est d'accord. Mais de là à dire que c'est le petit frère pro, je suis pas d'accord. Pour les bullpups, c'est peut-être un petit peu plus vrai, mais je pense que ça reflète tout simplement aussi la réalité du monde des véritables armes à feu, quoi, où j'ai l'impression que de plus en plus le bullpup ça commence à devenir un élément du passé. Et pour cause, comme disent les Américains, je pense que le bullpup c'est un petit peu une solution à la recherche d'un problème, comme qui dirait. Donc voilà, il y a qu'à voir notre armée qui est passée du FAMAS au HK407, donc d'un fusil bullpup à un fusil qui ne l'est pas. Je suis pas vraiment certain que le bullpup, que les avantages des bullpup arrivent suffisamment à contrebalancer les désavantages. En particulier à une époque où le combat urbain a l'air d'être quelque chose de très très important, et donc la possibilité de passer d'une épaule à l'autre, c'est quelque chose de très important, et ça a tendance à être difficile avec le bullpup. Le bullpup, t'as toujours un compromis à faire. Soit tu peux passer d'une épaule à l'autre, et dans ce cas, l'éjection, enfin le système d'éjection fait que si t'as un incident de tir, ça va être compliqué de le résoudre. Ou alors, tu peux résoudre les incidents de tir facilement, mais dans ce cas-là, tu peux pas tellement changer d'épaule, et donc c'est un problème un petit peu insoluble, j'ai l'impression. Une question de Soos, Gerjoli. Comment est-ce que je décide quelle sera la prochaine vidéo? En général, pas aujourd'hui. Alors, c'est extrêmement simple. C'est en fonction de l'ordre de priorité de mes sponsors. J'essaye tout simplement de correspondre à l'ordre dans lequel mes sponsors m'ont contacté pour telle ou telle réplique. Et d'une façon générale, je suis assez en retard. C'est quelque chose que je dis d'ailleurs encore à l'heure actuelle à mes sponsors, que je fais mes vidéos sur mon temps libre, et mon temps libre, c'est compliqué en ce moment. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est uniquement comme ça que je décide. Et par ailleurs, j'essaye pas d'attendre spécialement tel jour ou telle heure pour sortir des vidéos. À l'heure actuelle, quand une vidéo est prête, je la sors. J'attends pas. C'est aussi simple que ça. Une question de Doctor. Hello Seb, des plans sur des vidéos pour parler préparation physique et airsoft. Alors, peut-être que tu me poses cette question parce que dans la vidéo que j'avais faite pour annoncer mon retour sur YouTube, je disais qu'effectivement, que notamment je faisais de la musculation et que j'avais peut-être envie d'en parler un petit peu. Alors, faire des vidéos spécifiquement pour la préparation physique et l'airsoft, non, je pense pas, parce que je vois pas quel genre de crédibilité je pourrais avoir pour parler de ça. Cela étant dit, si vous avez envie de faire un entraînement dont l'objectif est de faire de vous un meilleur joueur d'airsoft, allez courir. Concrètement, la capacité à courir plus vite, plus longtemps, je pense que c'est le principal avantage que vous pouvez avoir sur le plan physique au cours d'une partie d'airsoft, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo FAQ. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Si vous avez aimé, peut-être que j'en referai une fois de temps en temps. D'ailleurs, n'hésitez pas peut-être à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo, je les noterai éventuellement pour une future vidéo FAQ. Voilà, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!